Bonjour Pierre Aski, journaliste, éditorialiste sur France Inter, ancien correspondant de l'agence France Presse, entre autres, et aussi président de Reporters sans frontières. On est dans une spéciale aujourd'hui, évidemment, un an exactement après le début de cette guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Vous publiez Fichez-nous la paix avec les éditions Gallimard, Amnesty International, Reporters sans frontières et Cartooning for Peace. C'est des dessins, 120 dessins de presse. Vous faites la préface de ce livre absolument formidable parce qu'il montre tous les regards du monde sur cette guerre que nous vivons depuis un an. La première question, j'ai envie de dire, un an est passé. Les analyses que vous faisiez dans ce livre, qui s'appelle donc Fichez-nous la paix, sont toujours actuelles. C'est-à-dire, vous dites toujours que Vladimir Poutine s'est trompé. Oui, je pense qu'il s'est trompé. D'abord, les faits l'ont prouvé. Il a cru que le régime ukrainien tomberait en quelques jours. Il n'est pas tombé. Et il s'est trompé sur la réaction de l'Europe et de l'Occident. Il a cru, et on peut le comprendre, quelques mois auparavant, en août 2021, il y a eu la chute de Kaboul, la débâcle américaine. Quelques mois après, il prend la décision d'intervenir et il se dit... Les Occidentaux sont en déclin, c'est ce qu'on entend à Pékin et à Moscou, et ils n'auront plus la force, l'énergie de me résister. Il y a ces deux erreurs qui sont la base, mais fondamentalement, c'est les prémices de ce conflit qui ne marchent pas. Vous savez, un an avant, il a publié un texte signé Vladimir Poutine sur le site du Kremlin, qui est en anglais, qui est en russe, qui est dans toutes les langues, dans lequel la première phrase est « L'Ukraine et la Russie ne font qu'un ». C'est là qu'est l'erreur fondamentale, c'est que les Ukrainiens ne pensent pas ça. Et à partir de là, on déroule une guerre abominable qui a pris des proportions que personne ne pouvait imaginer le premier jour, ni Poutine, ni les Ukrainiens, ni nous qui sommes les témoins et acteurs indirects de ce conflit. Oui, ça veut dire que depuis un an, ce conflit a fait tellement de morts et créé tellement de souffrances. Et au fond, on se dit, mais comment on peut en sortir? Vladimir Poutine, on voit les discours ces derniers jours. Il en appelle à l'Occident, aux valeurs occidentales. Il se présente comme quelqu'un qui veut combattre pour une certaine idéologie. Et on se dit, au fond, il ne pourra pas reculer. D'ailleurs, il le dit. Il dit la Russie ne pourra pas perdre. Mais le problème, c'est que vous avez une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, ex-superpuissance. Comment vous faites reculer un pays qui a ce potentiel et qui a ce statut et cette idée de son statut? Et puis de l'autre côté, les Occidentaux non plus ne peuvent plus reculer. On s'est engagé de manière quand même très, très lourde dans ce conflit aux côtés de l'Ukraine. Et aujourd'hui, vous l'entendez dans les discours de Joe Biden, d'Emmanuel Macron, des autres dirigeants. Il y a un enjeu aujourd'hui de rapport de force entre ceux qui veulent remettre en cause l'ordre international et ceux qui veulent défendre un certain état de droit international. Et donc, ni l'un ni l'autre ne peut reculer. Donc, il y a un moment où il y a deux solutions. Soit il y en a un qui l'emporte sur l'autre, et c'est comme ça qu'un certain nombre de guerres se terminent, à commencer par les deux guerres mondiales que nous avons vécues au XXe siècle. Elles se sont terminées par la victoire d'un camp sur l'autre. Ou alors elles se terminent par une sorte de jeu égal, c'est-à-dire vous prenez la guerre de Corée. Parce que moi, j'ai beaucoup étudié la guerre de Corée. Pendant la première année de la guerre de Corée, elle a duré 3 ans. Vous avez eu des mouvements de troupes absolument colossaux. Le Nord a capturé 90% du Sud, puis les Américains sont intervenus. Ils sont allés prendre une bonne partie du Nord. Les Chinois sont intervenus, ils les ont repoussés. Les 2 années suivantes, il ne s'est plus rien passé. La ligne de front est restée à peu près statique, ce qu'on a aujourd'hui dans une certaine mesure en Ukraine. Est-ce que si demain, les offensives des uns et des autres échouent, et donc on est dans un équilibre des forces qui fait qu'on n'arrive pas à l'emporter, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se battre pendant 100 ans, la guerre de 100 ans russo-ukrainienne, ou est-ce qu'on se met autour d'une table et après, je n'ai pas le scénario de la négociation, mais le rapport de force est la clé. Et aujourd'hui, on voit bien que aussi bien les Ukrainiens que les Russes pensent qu'ils peuvent changer le rapport de force en leur faveur. Donc il n'y a pas un rapport de force en faveur ou de l'Ukraine ou de la Russie aujourd'hui. La chose est un peu plus compliquée parce que l'Ukraine
est partie de très peu de choses à l'origine. Elle construit son armée en avançant avec l'aide des Occidentaux. Et donc vous avez ce matériel de plus en plus lourd et de plus en plus sophistiqué qui arrive du côté ukrainien. La Russie, elle, n'a pas accès à ce matériel. La preuve, elle est allée acheter des drones iraniens qui ne sont pas connus pour être très sophistiqués. Si la Chine et la Chine détient une partie de la clé de ce qui va se passer. Les Américains accusent maintenant les Chinois de se préparer à livrer des armes à la Russie. S'ils le font, vous allez avoir une arrivée, une escalade dans cette guerre parce que vous aurez du matériel sophistiqué, moderne, qui va arriver des deux côtés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Chine a pris soin d'éviter de mettre le petit doigt dans cet engrenage. Elle propose même un plan de paix. Là. Oui, ça, on peut être un peu sceptique en attendant de le voir, dans la mesure où la Chine n'a pas consulté l'un des deux belligérants qu'est l'Ukraine. Mais la Chine n'a pas intérêt à cette guerre. Vous le dites d'ailleurs dans votre préface de ce livre, Fichez-nous la paix, parce que ça désorganise le commerce mondial dans un moment difficile après le Covid. La Chine n'a pas un intérêt économique, elle a un intérêt idéologique. Elle partage le point de vue de Poutine sur le fait que les Occidentaux ont façonné ce monde et qu'il faut le changer. Donc elle a collé à l'argumentaire russe sur cette guerre, mais elle n'a pas intérêt à la perturbation économique que ça a provoqué. On le voit tous les jours. La Russie et la Chine n'ont pas le même modèle économique. La Russie n'exporte que des hydrocarbures, des matières premières. Donc, si les Européens ne l'achètent pas, elle peut le vendre à l'Inde ou à d'autres. La Chine, elle reçoit des pièces détachées des matières premières qu'elle assemble et qu'elle réexporte. Et ses premiers marchés sont où ? Aux États-Unis, en Europe, au Japon, c'est-à-dire le camp occidental. Donc, on est dans une équation qui est extrêmement fragile. Si la Chine déstabilise cette équation, elle peut être perdante. Donc, elle ne le fera pas sans bien réfléchir. Oui, mais alors Poutine, peut-être, une guerre longue, peut-être qui pourrait lui permettre d'exacerber le nationalisme, de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Je n'en vois pas d'autres issues, mais au prix encore de morts et au prix encore de nouvelles mobilisations. Est-ce que la société russe est capable de faire encore des sacrifices ? Alors, la société russe, c'est un peu un mystère pour nous qui sommes à l'extérieur aujourd'hui. Elle n'a pas montré depuis un an une capacité de réaction ou de résistance. Ceux qui étaient contre cette guerre sont partis. Vous avez 1 million de Russes qui sont partis. Si vous allez aujourd'hui en Géorgie, en Arménie, même à Abu Dhabi ou au Kazakhstan, vous allez entendre parler russe partout parce que des centaines de milliers de jeunes hommes en particulier sont partis parce qu'ils ne voulaient pas faire cette guerre. Ceux qui sont restés, soit ils partagent le vieux socle du discours poutinien qui leur fait revivre la grande guerre patriotique anti-nazie des années 40 et qui n'ont pas peut-être accès à l'information ou qui pensent qu'il vaut mieux suivre le chef parce qu'on leur a appris ça à l'école. Je ne sais pas. Le fait est que on n'a pas dans la société russe aujourd'hui de signes de résistance. Peut-être que c'est là-dessus que Poutine mise et que le maintien de cette économie de guerre, de cette tension de guerre dans la société russe, lui permet d'asseoir son pouvoir. C'est une des possibilités. D'ailleurs, on dit effectivement la Russie n'a pas été ruinée par les sanctions telles que c'était pourtant annoncé, et malgré les moyens qui ont été mis. Je reviens sur cette phrase d'Emmanuel Macron, il ne faut pas humilier la Russie. Vous ne pouvez pas dire humilier Vladimir Poutine. Mais finalement, est-ce que c'est comme ça qu'on peut maintenir ce lien ? Alors, le problème, c'est que Emmanuel Macron a peut-être raison sur le fond, qu'à un moment, il faudra s'asseoir autour d'une table de négociation pour sortir de cette guerre. Il le dit à un mauvais moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens reçoivent des missiles sur leur ville, ils sont privés d'électricité en plein hiver, ils ont des hommes qui meurent sur le front. Penser à ne pas humilier la Russie ou Poutine en ce moment, c'est un peu cavalier de la part du dirigeant d'un pays qui en plus soutient l'Ukraine. Donc c'est sans doute une erreur psychologique. Mais sur le fond, est-ce que on peut imaginer ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut imaginer que Poutine soit battu ? Ça veut dire quoi battu pour un pays qui dispose de l'arme nucléaire ? C'est là qu'il y a toute l'ambiguïté et qu'on est dans un conflit inédit, il faut bien le dire. On n'a pas eu
dans l'histoire, et en particulier depuis que l'arme nucléaire existe, on n'a pas eu de scénario comme celui dans lequel on se trouve. Donc on ne sait pas, on avance à tâtons. Souvenez-vous, juste avant le début de la guerre, c'était décembre 2021, quand les tensions commençaient à monter, Joe Biden était à la télévision américaine et quelqu'un lui dit « Est-ce que vous allez envoyer des troupes ?» Et il dit « Mais vous n'y pensez pas, s'il y a un soldat américain en face d'un soldat russe, c'est la Troisième Guerre mondiale. » Et donc, on voit bien, c'est pour ça qu'il y a toutes ces hésitations à chaque étape. Est-ce qu'on envoie des tanks? Est-ce qu'on envoie des batteries de missiles patriotes? Est-ce que, voilà, parce que on est dans de l'inédit et dans une zone grise qu'on ne connaît pas bien. Oui, il y a un an jour pour jour, aujourd'hui, donc cette attaque russe contre l'Ukraine a suscité une immense émotion à l'égard de cette population, hein, que vous racontez dans cette préface, qui se retrouvait vivant normalement, et puis d'un coup, il y a un monde nouveau qui s'ouvre, qui ne sera plus jamais le même. Oui. Mais au fond, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, il n'y a pas une sorte de lassitude des opinions publiques avec les conséquences de cette guerre sur le prix de l'énergie, par exemple, voire même la propagande russe qui peut avoir lieu? Il y a beaucoup de relais de Vladimir Poutine ici même en France ou en Europe. Est-ce qu'au fond, il peut y avoir un moment donné où l'opinion se retourne en disant non, on n'est plus derrière l'Ukraine? Alors, ça aurait pu se passer si les conséquences, notamment économiques, sur les populations d'Europe de l'Ouest avaient été aussi massives qu'on le prédisait à un moment, sur l'explosion des prix de l'énergie et sur le fait qu'on allait avoir des coupures d'électricité, des coupures de gaz, etc. Ça ne s'est pas produit. Et de fait, les opinions tiennent bon, parce que qui peut aujourd'hui décemment aller voir un Ukrainien en lui disant « Bon, ben désolé, mais notre gaz ou notre électricité coûte trop cher, on ne vous soutiendra plus et on vous laisse vous faire massacrer. » On a vu trop d'horreur dans cette guerre pour qu'aujourd'hui on puisse décemment aller dire aux Ukrainiens votre cause est peut-être belle, mais on arrête de vous soutenir. Je pense que c'est impossible. On a tous vu débarquer ces réfugiés, on a tous vu les images des massacres de Boutcha ou d'ailleurs. Je pense que c'est difficile de se regarder dans une glace en disant on laisse tomber l'Ukraine. Oui, mais ce discours qu'on entend, disant les Occidentaux ont trompé la Russie, les accords de Minsk, en disant au fond que aujourd'hui les États-Unis sont un nouvel État impérialiste et que d'une certaine façon c'est eux qui tirent les ficelles de cette guerre. Écoutez, et en disant même, comme certains le pensent, comme le dit Poutine, que finalement il n'est pas lui à l'origine de cette guerre. Écoutez, dans les dessins, il y a les points de vue du monde entier. Et c'est très intéressant de voir comment les pays du Sud, qui ne sont pas concernés directement par le conflit, regardent le conflit. Et il y a tous ces points de vue. Il y a des gens qui disent « mais vous êtes allé en Irak, vous avez envahi un autre pays, vous avez fait la guerre du Vietnam ou autre ». Il y a énormément de nuances et d'autres points de vue. Après, est-ce que la moindre de ces critiques justifie d'envahir son voisin et de violer toutes les règles internationales? C'est en ça que le discours de Poutine trouve sa limite. Il peut mettre le doigt sur des choses qui font mal, notamment, et ça c'est le point de vue de pays du Sud, qui ont raison de dire double standard, double poids de mesure, la menace de l'OTAN à ses portes. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui d'accepter qu'un pays plus gros envahisse son voisin? Vous acceptez ça en Ukraine et demain vous en avez 10 autres dans le monde qui n'attendent que ça, de pouvoir avaler leurs voisins. C'est la fin d'un certain ordre international qui a été imparfait et qui n'a pas toujours été respecté, mais qui à un moment permet de vivre en bonne intelligence dans un monde qui a un minimum de règles. Depuis plus de 100 ans, on cherche ces règles. Vous savez, je suis en train de travailler sur un projet historique en ce moment et j'ai écouté l'autre jour la voix d'Haïlé Sélassié, l'ancien empereur d'Éthiopie. En 1934, Haïlé Sélassié arrive à Genève. Son pays a été occupé par l'Italie de Mussolini, l'armée fasciste italienne. Il va devant la Société des Nations. La Société des Nations, c'est l'ancêtre des Nations Unies, fondée après la Première Guerre mondiale pour dire plus jamais ça. Il n'y aura plus de guerre, on crée une enceinte internationale. Haïlé Sélassié arrive devant la Société des Nations, il dit si vous laissez faire ça,
l'occupation de l'Éthiopie par l'Italie. Demain, ça se passera chez vous. 1934. Il avait évidemment raison, mais personne n'a bougé. Parce qu'on se disait, on va pas aller faire la guerre pour l'Éthiopie, on va calmer Hitler, on va calmer Mussolini, etc. Bon, la Deuxième Guerre mondiale s'est produite, on a créé les Nations Unies, plus musclées, plus fortes, Conseil de sécurité, des sanctions, des casques bleus, etc. En se disant, on a fixé les règles qui empêcheront les guerres. Ça n'a pas marché, et on le voit bien aujourd'hui, mais on l'a vu tout au long de l'histoire. La guerre froide a paralysé l'ONU. De nouveau, l'ONU aujourd'hui est inexistante, ou en tout cas inopérante. Mais on est dans une quête d'un système qui nous permet de vivre avec des règles dans lesquelles, et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire en Europe, vous êtes le Luxembourg qui a 300 000 habitants, vous avez le même poids que l'Allemagne qui en a 80 millions. Votre poids n'est pas dépendant de votre démographie ou de la taille de votre pays. C'est ça le monde qu'on essaye de construire pour vivre en harmonie. Autrement, c'est la loi de la jungle et on revient 200 ans, 300 ans en arrière. Oui, mais la menace brandie encore par Vladimir Poutine qui veut sortir du traité START sur la réduction des armements nucléaires, cette menace nucléaire, elle doit être prise au sérieux. Non, alors je ne crois pas. Je pense qu'il est dans la... il veut nous faire peur. Le traité New START dont il est sorti dans son discours cette semaine n'a rien à voir avec la guerre d'Ukraine. Le fait de sortir de ce traité ne change rien à l'équation de la guerre d'Ukraine, d'autant plus que l'usage nucléaire dont on parle depuis un an, c'est l'usage de nucléaire tactique, c'est-à-dire de mini-bombes, en gros, pour faire un peu simplifié, qui aurait un usage local. Le nucléaire tactique n'est pas couvert par le traité New START. Donc, Poutine, il sait que nous vivons dans la hantise de la guerre nucléaire, que depuis Hiroshima, en gros, c'est la peur de l'apocalypse qui guide les émotions face aux événements. Et donc, il agite depuis un an cette peur du nucléaire. Et je ne crois pas, franchement, qu'il soit capable de le faire et qu'il ait lui-même envie de le faire. Merci beaucoup, Pierre Aski. Donc, journée spéciale, un an exactement après le début de cette guerre, le 24 février 2022. Pierre Aski, merci d'avoir été notre invité. Fichez-nous la paix, c'est chez Gallimard. C'est un livre avec des formidables dessins des éditorialistes et des dessinateurs du monde entier sur cette guerre. Merci.